Bonjour. Comme nous l'avons déjà signalé durant la troisième séance, nous avons dit que les agents économiques font des arbitrages entre la monnaie et les actifs financiers, surtout l'obligation, et que ces arbitrages sont gouvernés par une variable déterminante qui est le taux d'intérêt. C'est-à-dire, il y a certains moments où les agents choisissent la monnaie ou ils choisissent les titres. Ça, c'est en fonction de l'évolution du taux d'intérêt. Pour expliquer ce mécanisme, durant cette dernière séance, nous allons voir comment la variable taux d'intérêt influence le prix de l'obligation et de facto le choix de l'individu en termes, voilà, soit de la monnaie, du choix de la monnaie ou de titres. Très bien, regardez. Concernant l'obligation, on va d'abord, pour comprendre la relation fonctionnelle entre le taux d'intérêt et l'obligation, il faut d'abord expliquer les notions de base, donc relatives à l'obligation. Toute obligation émise en T0 sur le marché primaire présente deux caractéristiques. Une valeur nominale, parce qu'une obligation il a une valeur nominale, supposons égale à 1000, et le taux d'intérêt nominal, ce qu'on appelle le taux d'intérêt facial, 10%. Et elle donne droit à son titulaire à un revenu C, le coupon fixe. Très bien. Donc, le coupon ou le revenu égale, donc C égale Vn que multiplie I0. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le coupon, le revenu de l'individu, celui qui a acheté l'obligation, égale à l'intérêt au grand I majuscule, qui égale la valeur nominale pondérée par le taux d'intérêt. Il y a une différence entre le taux d'intérêt I0 et l'intérêt qui est le coupon grand I. Voilà. Donc, celui qui a acheté une obligation, il touche un rendement, un revenu égal à combien? À 100 dirhams. 100 dirhams égale donc 1000 que multiplie 10%. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'examiner la relation, voilà, entre le prix de l'obligation et le taux d'intérêt. Très bien. Or, avec l'évolution du taux d'intérêt, le cours de l'obligation change. C'est-à-dire c'est le taux d'intérêt qui gouverne l'évolution du prix de l'obligation. L'adaptation du taux nominal I0 au nouveau taux nominal I1 s'effectue par une modification proportionnelle du cours en T1, c'est-à-dire C1 de l'obligation. Plus clairement, imaginons, regardez, on a C, c'est le coupon, égale Vn que multiplie I. Donc Vn égale à combien? Égale C, le coupon, qui est toujours fixe, divisé, voilà, déflaté sur I sur le taux d'intérêt. Donc si je veux savoir le prix de l'obligation à l'instant, par exemple tel, à l'instant N ou à l'instant 1, c'est le prix de l'obligation, égal à combien? Égal C, le coupon, qui est toujours fixe au taux d'intérêt à l'instant 1. Plus clairement, le prix de l'obligation sur le marché secondaire à l'instant 2 égale au coupon qui est toujours fixe, rapporté au taux d'intérêt à l'instant 2, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, si on veut faire une simulation via les chiffres, quand le taux d'intérêt baisse, passant par exemple de 10 à 8%, le prix de l'obligation C1, voilà, égale à combien? Égale à 100, voilà, divisé sur 0,08, égale à 1250. Très bien, pardon, à 1000 sur 0,08, pardon, égale à 1250. Qui a un montant supérieur à la valeur nominale Vn, 1000. En revanche, lorsque le taux I augmente, passant de 10 à 12,5, le nouveau prix devient C1, c'est-à-dire 1000 sur 0,125, égal à 800. Donc un montant inférieur à la valeur nominale. Donc on constate quoi? On constate, lorsque le taux d'intérêt baisse, le prix de l'obligation augmente. Inversement, lorsque le taux d'intérêt augmente, le prix de l'obligation baisse. C'est-à-dire, en réalité, le détenteur d'une obligation ne compare pas le taux de rendement actuel au taux d'émission passé, mais le taux de rendement actuel au taux futur anticipé, ce qui détermine le nouveau cours de l'obligation à l'instant 2. C'est-à-dire que maintenant, pour savoir le nouveau prix de l'obligation, ou le prix de l'obligation à l'instant N, c'est-à-dire le prix futur, il suffit de rapporter
Donc le coupon qui est toujours constant sur le taux d'intérêt anticipé. D'ailleurs, regardez, maintenant, pour savoir le prix, voilà, dans la formule, pour savoir le prix de l'obligation, voilà, c'est étoile. À l'instant, par exemple, étoile. À l'instant, par exemple, M égale le coupon qui est toujours fixe, voilà, divisé sur le taux d'intérêt anticipé, le taux. Voilà, le coupon divisé sur, rapporté au taux d'intérêt anticipé. Et à travers ce rapport, on peut savoir est-ce que le prix, par exemple, a augmenté ou a baissé. Ça, c'est en fonction de l'évolution du taux d'intérêt. Regardez. Par exemple, si le taux d'intérêt baisse, c'est-à-dire c'est le rapport qui va baisser, qui va tendre vers 0, c'est-à-dire que le prix de l'obligation, par exemple, pardon, c'est le rapport qui va tendre vers l'infini, qui va augmenter, que le prix de l'obligation, il va augmenter. Maintenant, si le taux d'intérêt augmente, c'est-à-dire que le rapport, il va baisser, et le prix de l'obligation, il va baisser. En effet, donc, le taux anticipé permet de prévoir l'évolution du prix de l'obligation, ce qui permet de faire des arbitrages. D'ailleurs, si le taux d'intérêt baisse, ce qu'on a déjà expliqué, le cours des titres augmente, c'est étoile. Dans ce cas, l'individu renonce à tout achat de titres car le rendement, c'est sur C étoile, c'est-à-dire le coupon sur le prix de l'obligation, le rapport de le revenu c'est fixé par contradémission, alors cours C étoile se rabat. Symétriquement, si le taux augmente et on anticipe une augmentation continue, on va s'attendre à un phénomène inverse du précédent, c'est-à-dire le rendement de titre C sur C étoile va augmenter car le rapport subit l'influence de la baisse du dénominateur. Le cours baisse sous l'effet de la hausse du taux d'intérêt et alors que le numérateur reste en fixe. Donc revenons au modèle très simple, d'une manière très simple. Pour savoir est-ce que le cours de l'obligation augmente ou il baisse, il faut voir l'évolution du taux d'intérêt qui est toujours au dénominateur. Donc voilà, si le taux d'intérêt baisse, le prix de l'obligation augmente. Si le taux d'intérêt augmente, le prix de l'obligation baisse. Donc il y a une relation fonctionnelle, une relation inverse, une relation négative, voilà, entre le prix de l'obligation et le taux d'intérêt. Très bien. Maintenant, on va voir, sur la base de cette relation négative, sur la base de cette relation qui est décroissante entre les prix des titres et le taux d'intérêt, comment l'individu va faire des arbitrages. Voilà. La spéculation constitue alors une forme d'arbitrage entre la monnaie et les titres en portefeuille. La spéculation est associée à l'encaisse oisive. Celle-ci est fonction décroissante du taux d'intérêt. Formellement, on peut écrire. C'est-à-dire, l'individu il fait des arbitrages, soit entre la monnaie et les titres. Dans quel cas il va choisir la monnaie et dans quel cas il va choisir les titres. Ce qu'on a expliqué, il va choisir les titres en fonction de l'évolution du taux d'intérêt et bien sûr, il va choisir la monnaie en fonction de l'évolution du taux d'intérêt qui influence bien sûr l'évolution des titres. Voilà. Imaginons, lorsque le taux d'intérêt baisse, que se passe-t-il? Le prix de l'obligation, il va augmenter. Donc, l'individu n'a pas intérêt d'acheter les obligations. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de perspective de plus-value. S'il achète le prix de l'obligation à un prix élevé, donc l'opportunité ou la probabilité qu'il gagne lorsque le prix augmente, donc n'existe pas ou elle est minime. Donc, il n'a pas intérêt d'acheter les titres. Ou il a intérêt de se débarrasser des titres en portefeuille. Donc, alternativement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder la monnaie. Ça veut dire quoi? Il va garder la monnaie. Il va demander la monnaie. A contrario, lorsque le taux d'intérêt augmente, qu'est-ce qu'on a dit? Le prix du titre, de l'obligation, il va baisser. Lorsqu'il baisse, il y a une opportunité que le prix augmente dans le futur. L'individu, puisqu'il est rationnel, il a intérêt d'acheter bas pour revendre lorsque le prix augmente. Donc, il a intérêt d'acheter les obligations. Et il a intérêt aussi de garder les titres en portefeuille. Il n'a pas intérêt de garder la monnaie. On constate quoi? Que la monnaie aussi,
voilà, qui est conservée pour des motifs de spéculation, est une fonction inverse du taux d'intérêt. Donc regardez, on a L3, sachant bien qu'on a déjà expliqué L1, L2, maintenant L3. L3 égale LI. Ça veut dire quoi? L3, c'est la monnaie pour des motifs de spéculation, et les fonctions du taux d'intérêt. Et cette fonction, elle est inverse. Elle est négative, elle est décroissante. Regardez, elle est décroissante. Regardez la courbe. Ça veut dire quoi? Regardez, ça c'est la demande de monnaie pour des motifs de spéculation. Ça c'est le taux d'intérêt. Voilà, ça c'est le taux d'intérêt. Imaginons, on a un niveau de taux ici. Voilà, un niveau de taux ici, on a un niveau équivalent, par exemple correspondant pour la monnaie. Si le taux d'intérêt baisse, qu'est-ce qu'on a dit? L'individu n'a pas intérêt d'acheter les titres, il a intérêt de garder plus de monnaie. Donc la demande de monnaie, il va augmenter. Inversement, si le taux d'intérêt augmente, on tend vers le haut. Voilà, l'individu, il a intérêt d'acheter plus de titres en se débarrassant de la monnaie. Donc la demande de monnaie, voilà, va reculer. Donc la fonction de demande de monnaie pour le motif de spéculation est une fonction décroissante. Elle est représentée par cette courbe. Mais on a deux limites. On a un taux minimum et un taux maximum. C'est-à-dire, à partir d'un taux, au-delà d'un taux minimum, c'est-à-dire le taux d'intérêt ne peut baisser, donc l'individu, il a une préférence infinie pour la monnaie, ce qu'on appelle la trappe à liquidité chez Keynes ou la trappe monétaire. Voilà. Inversement, au-delà d'un certain seuil, à partir d'un certain moment, le taux d'intérêt ne peut augmenter. Donc l'agent économique, il a intérêt de demander plus de titres. On a une préférence absolue pour les titres. Donc la demande de monnaie est une fonction décroissante. Elle est représentée par cette courbe. Ça, c'est la norme. Mais au-delà d'un certain taux, on a une courbe parallèle, ou, si vous voulez, par rapport à l'axe désordonné. Et on a une courbe où, en deçà d'un taux minimum, on a une courbe parallèle, voilà, une droite parallèle par rapport à l'axe des abscisses. On va voir donc l'explication. Très bien. Quand vous voyez, à un niveau du taux très faible, taux min, les agents n'achètent pas de titres car leur prix devient très élevé, pas de plus-value espérée. Elles préfèrent détenir de la monnaie. À un moment donné, le taux ne peut baisser au-dessous de ce seuil. Il devient insensible à toute augmentation de la quantité monétaire. Dans ce cas, on assiste à une préférence absolue pour la monnaie. A contrario, à un niveau de taux plus élevé, plus le taux augmente, plus les agents préfèrent les titres et se débarrassent de la monnaie. Donc, en résumé, la demande de monnaie pour le motif de spéculation est une fonction, je le répète encore pour la troisième fois, est une fonction négative, inverse du taux d'intérêt. Donc, si le taux augmente, les agents préfèrent, voilà, acheter les titres et ne pas garder la monnaie, et inversement. Voilà. Ça, c'est la conception ou la théorie de John Maynard Keynes par rapport à la demande de la monnaie. Donc, John Maynard Keynes, je récapitule, il voit que la monnaie est demandée pour trois motifs. Le motif transactionnel, le motif de précaution et le motif de spéculation. Sa démarche, elle est générale par rapport à la théorie orthodoxe classique. Mais la théorie de Keynes présente certaines limites. Donc elle est restrictive, surtout lorsqu'il s'agit de la demande de monnaie pour le motif de spéculation. Elle est restrictive dans quel sens? Dans le sens où l'individu, lorsqu'il fait des arbitrages, selon John Maynard Keynes, il fait un arbitrage entre, et c'est dans l'exemple qu'on a donné à travers le cours, entre la monnaie et les titres, et le titre, c'est l'obligation. Or, on ne peut pas spéculer uniquement sur l'obligation, on peut spéculer sur l'obligation, sur l'action, sur l'or, sur les terrains, sur les tableaux des beaux-arts. Donc, on a pas mal d'objets qui ont de la valeur, c'est-à-dire dont la valeur il peut fluctuer. Voilà, c'est pour cette raison on va voir une autre théorie un peu plus large qui explique donc le motif de spéculation. Voilà, c'est la théorie de Tobin. Voilà. Maintenant, on va voir une autre théorie qui constitue le prolongement
de la théorie de John Maynard Keynes. Voilà. C'est la théorie de James Tobin. Donc James Tobin, c'est un économiste américain d'obédience keynésienne, donc qui vient après Keynes, et lauréat de prix Nobel dans les années 80. Donc il évoque une autre théorie, voilà, il évoque ce qu'on entend par l'autocritique. Voilà. Le titre de cette section, voilà, il est intitulé « Les analyses post-keynésiennes de la demande de monnaie ». C'est-à-dire on va rester toujours dans la conception keynésienne, mais on va voir le prolongement ou les nouveautés par rapport à Keynes. Voilà. Donc, les nouveautés, on va analyser ce qu'on entend par le taux critique. Donc, la notion du taux critique remonte à l'économiste américain James Tobin. Il développe les liens entre le taux d'intérêt et la monnaie en s'intéressant à l'encaisse de spéculation. Ça veut dire quoi le taux critique? C'est le taux, quand je dis d'abord au sens étymologique du terme critique, une situation critique. C'est comme le cas du chiffre d'affaires critique, le point mort. C'est-à-dire à partir duquel on va commencer à réaliser des bénéfices et en deçà duquel on est perdant. C'est la même chose, mais d'une autre manière. Le taux critique, c'est le taux à partir duquel, par exemple, on va choisir les titres et en deçà duquel on va demander la monnaie. Voilà. Sa définition est la suivante. C'est le taux en dessous duquel les agents qui font des arbitrages, bien sûr, entre la monnaie et les titres, elles préfèrent la monnaie, c'est-à-dire la demande de monnaie est maximale. Symétriquement, c'est le taux au-dessus duquel l'agent ne choisira que les titres et l'enquête de spéculation est nulle. Plus clairement, le taux critique, c'est le taux, c'est-à-dire au-delà duquel, c'est-à-dire au-dessus, au-delà duquel, l'agent préfère les titres et se débarrasse de la monnaie. Et c'est le taux en deçà, c'est-à-dire en dessous duquel les agents préfèrent la monnaie et se débarrassent des titres. Donc c'est un taux qui est calculable. Quand je dis à partir duquel, c'est un taux, bien sûr, il faut qu'on détermine la valeur de ce taux. Comment on va déterminer la valeur de ce taux? Très bien, regardez. Revenons à ce qu'on a déjà expliqué. Dans le cas général des titres, à valeur nominale, c'est 0. Et du taux de rendement nominal, I0 en T0. Le prix du marché, C1, c'est-à-dire le prix à l'instant 1, varie comme l'inverse du taux d'intérêt courant sur le marché. Donc je répète pour la énième fois, comme ça, l'idée reste gravée dans l'esprit, voilà, de l'étudiant. C'est-à-dire il y a une relation inverse entre le prix et le taux d'intérêt. Regardez, ça, cette formule, ce modèle, il explique quoi? C'est le prix de l'obligation à l'instant 1. C'est quoi le prix de l'obligation à l'instant 1? Ce qu'on a déjà expliqué, on a dit quoi? C'est le coupon sur le taux d'intérêt à l'instant 1. Et c'est quoi le coupon? C'est bien sûr, c'est la valeur nominale, C0, voilà, que multiplie par le taux facial ou le taux nominal. Donc C0 et 0, c'est la valeur nominale, rapportée au taux d'intérêt. Maintenant, à partir de ce modèle, pour savoir le prix à l'instant 2, C2 égale à combien? Toujours C0 et 0. Le numérateur reste toujours fixe, c'est le coupon, mais rapporté sur le taux d'intérêt à l'instant 1. Le prix de l'obligation à l'instant 3 égale C3, C0 et 0 sur I3. Et qu'est-ce qu'on a dit? Le prix de l'obligation anticipée à l'instant N, Cn, égale C0 et 0 sur le taux anticipé, c'est-à-dire ce que sera le taux à l'instant N. À partir de ce modèle, on peut expliquer l'évolution du prix de l'obligation lorsque le taux d'intérêt change. Regardez, les agents anticipent par ailleurs un taux IE, voilà, c'est le taux futur, pour calculer le gain ou la perte plus ou moins value, qui se déduit bien sûr de la variation du taux d'intérêt, et qui dit variation du taux d'intérêt dit bien sûr variation du nouveau prix de l'obligation. Prenons ça, c'est quoi ça? Ça c'est E. C'est quoi c'est E? Sur le plan économique, ça c'est le nouveau prix de l'obligation. Donc le nouveau prix de l'obligation égale à combien? Toujours le coupon C0 et 0 qui est fixe, rapporté
à IE. Ça veut dire quoi IE? C'est le nouveau taux d'intérêt. À l'instant, par exemple, E. Imaginons maintenant, si IE elle est inférieure à I. Ça veut dire quoi IE inférieur à I? Lorsque le taux d'intérêt baisse. C'est-à-dire qu'on a un taux d'intérêt, mais le taux d'intérêt il a baissé. Ça veut dire que IE il devient inférieur à I. Lorsque le taux d'intérêt, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque le taux d'intérêt baisse, le prix de l'obligation CE, il va augmenter. Il va dépasser, bien sûr, le C1. Et lorsque le prix de l'obligation augmente, on aura une plus-value. C'est-à-dire, l'agent qui a acheté un prix de 100, maintenant il va vendre un prix de 140. Il va gagner, encaisser au passage une plus-value de 40. Contrairement, lorsque le taux d'intérêt anticipé IE supérieur à I, ça veut dire quoi supérieur à I? Lorsque le taux d'intérêt augmente. Regardez, le taux, il a augmenté. Que se passe-t-il? Le nouveau prix de l'obligation CE, il va baisser. Il va baisser par rapport à quoi? Par rapport à l'ancien prix, C1. Lorsque le taux d'intérêt baisse, donc il y a une probabilité, ce n'est pas une probabilité, mais c'est une réalité, de réaliser donc une moins-value, parce que le prix de l'obligation, il a baissé. Celui qui a acheté une obligation de 100, et lorsque à un taux d'intérêt, par exemple, on a le taux d'intérêt est égal à 5, lorsque le taux d'intérêt passe par exemple à 8, le prix de l'obligation il va baisser de 100 et on va réaliser une moins-value. Très bien. Maintenant, la plus-value égale à combien la plus-value? C'est le prix, le nouveau prix moins l'ancien prix. C'est-à-dire que CE moins C1. Le nouveau prix moins l'ancien prix. Mais le taux, regardez ici, juste le taux de la plus-value, c'est-à-dire on va exprimer en termes de pourcentage. C'est comme un taux de variation. C'est le nouveau prix moins l'ancien prix sur l'ancien prix. CE moins C1 sur C1. Or, on va remplacer chaque terme par sa valeur. C'est quoi CE, le nouveau prix? C'est bien sûr le coupon sur le taux à l'instant E, moins le coupon sur le taux à l'instant I. Et le coupon, c'est quoi le coupon? C'est la valeur nominale, C0, fois le taux d'intérêt, fois le taux I0. Donc, on va remplacer, on a C0, I0 sur IE, moins C0, I0 sur I, parce que c'est quoi? C'est l'ancien prix. C'est la valeur nominale pondérée par le taux d'intérêt, c'est le coupon, sur le taux à l'instant 1. Bien sûr, le taux divisé sur C1. C'est très très simple. Maintenant, il faut simplifier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par C0 et 0. On va factoriser par le coupon. Ici, il nous reste 1 sur IE. Voilà. Ici, 1 sur I. Moins 1 sur I. Ici, on a C0 et 0 pondéré par 1 sur I. Voilà l'inverse du taux d'intérêt. On va supprimer, voilà, on va simplifier. On trouve I égale à IE moins 1. Mais c'est quoi I égale à IE moins 1? Pardon, I sur IE moins 1. Ça, c'est le G, c'est le taux de la plus-value. Égal. Très bien. Maintenant, on va passer de G à R. C'est quoi R? C'est tout simplement G plus I. G, nous l'avons déjà expliqué. I, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt. Je m'explique. Le rendement anticipé du titre est la somme du gain en capital, positif ou négatif, attendu, c'est-à-dire espéré, et du taux d'intérêt perçu. Je m'explique. Sur le plan économique, supposons que j'ai acheté une obligation. J'ai acheté une obligation, bien sûr, j'ai droit à un revenu à la fin de l'année. Donc le revenu est exprimé en termes de quoi? Il est exprimé en termes de rendement, par le taux d'intérêt. Donc j'ai un revenu. Ça, c'est le premier revenu. Et le deuxième revenu, supposons que j'ai touché le rendement, et maintenant, j'ai décidé de vendre ou de revendre, parce que j'ai déjà acheté, de revendre mon titre. Donc, en revendant mon titre, je vais soit gagner, soit perdre. Donc, je vais toucher quoi? Un G. Soit avec un signe plus, soit avec un signe moins. Plus clairement, sur le plan économique, quand j'achète une obligation, j'ai deux types de revenus. Le taux d'intérêt, le revenu qui est fixe, et le taux de la plus-value. Donc, le rendement global égale, voilà, la plus-value ou le taux de la plus-value,
plus le rendement. Ça, c'est le rendement global. Donc, G égale I sur IE moins 1 plus I. Bien sûr, on a plus I. Voilà. Donc, ça, c'est le rendement pour celui qui a acheté une obligation. Voilà. Donc, imaginons, il y a un individu qui a une obligation, et bien sûr, il a un rendement global égal à combien? G plus I. Qu'est-ce qu'on a dit? On va revenir à la problématique. C'est quoi la problématique? C'est que l'individu effectue des arbitrages entre la monnaie et la non-monnaie. Entre la monnaie, un actif liquide, et l'obligation qui n'est pas un actif liquide, qui n'est pas un actif monétaire. Donc il va comparer quoi? Il va comparer le rendement de l'actif monétaire de la monnaie et au rendement de l'actif non monétaire, au rendement de l'obligation. Très bien. Donc il va comparer le rendement de l'obligation à la monnaie. Donc en général, là, j'en compare le taux de rendement des titres à celui des actifs monétaires à la monnaie. C'est quoi le rendement des titres? C'est R. G plus U, plus I. Et c'est quoi le rendement de la monnaie? Le rendement de la monnaie, bien sûr, est égal à 0. Pourquoi il est égal à 0? Parce que j'ai 5 dirhams dans la poche. Je n'investis pas 5 dirhams. Donc son rendement est égal à combien? Égal à 0. Je place mon argent à la banque, par exemple, quel que soit le montant. Surtout, je parle de dépôt à vue, un compte non rémunéré, ce qu'on appelle un actif monétaire. Il est à vue. Donc, je ne touche rien. Donc, mon rendement est égal à 0. Bien sûr, quand je dis mon rendement est égal à 0, le risque est égal à 0. Donc, mais quand je place mon argent à l'achat de l'obligation, je touche un rendement. Un rendement exprimé par le I, le taux d'intérêt, et exprimé par la variation du prix, ce qu'on appelle le plus ou moins value. Donc, je compare le rendement de la monnaie qui est égal à 0 avec le rendement de titre. Donc, si le rendement de l'obligation, G plus I, est positif, et est supérieur à 0, donc l'individu va choisir les titres. Si le rendement de l'obligation est négatif, ça veut dire qu'il est inférieur à 0, c'est-à-dire le risque est plus élevé. Donc, il ne va pas choisir les titres. Il va choisir la monnaie. Il préfère la sécurité. Parce que son rendement, il est négatif, il est inférieur à 0. Très bien. Le cas qui reste maintenant, c'est lorsque le rendement égale à 0. Lorsque le rendement égale à 0. Donc, on va traiter ce cas. Quand R égale à 0, il existe alors un taux critique, ici, pour lequel le taux de rendement de titre R égale à 0. La valeur de ce taux est celle de I. Lorsque. Donc, ça veut dire quoi le taux critique? Celui-là. C'est R égale à 0. C'est G plus I égale à 0. C'est I sur IE plus I moins 1 égale à 0. I sur IE plus I moins 1 égale à 0, ça veut dire quoi? I sur IE plus I égale à 1. Et on va développer. Voilà. Donc, on va factoriser. On a dit que I sur 1 sur I égale à 1, on va factoriser par I, ça donne I facteur 1 plus 1 sur IE égale à 1. I égale à combien? 1 sur 1 plus 1 sur IE, donc I égale IE sur 1 plus IE. On comprend quoi? On comprend que le taux critique, ça c'est I, c'est le taux critique, égale à combien? IE sur 1 plus IE. Ça sur le plan mathématique. Sur le plan économique, le taux critique égale au taux anticipé rapporté au taux anticipé plus 1. Donc maintenant, on a calculé le taux critique. Très bien. L'individu qui fait toujours revenons à la problématique. C'est quoi la problématique? C'est que l'individu effectue des arbitrages entre la monnaie et la non-monnaie, entre l'obligation et la monnaie. Donc, pour faire ces arbitrages, il va comparer, maintenant, il va observer l'évolution du taux d'intérêt. Il va le comparer par rapport au taux critique. Donc, j'ai le taux critique, je l'ai calculé, et je vais le comparer par rapport au taux existant au marché. Regardez, si le taux de I, c'est quoi CI? Si, voilà, le taux d'intérêt
le taux existant sur le marché. Elle est supérieure au taux critique. Regardez d'abord, revenons, ça c'est ce qu'on appelle le taux. Ça c'est le taux critique. Donc je peux écrire ici, par exemple, IC. Ça c'est le taux critique. Parce que le taux critique égale IE sur 1 plus IE. Maintenant, je vais comparer le taux critique qu'on a calculé, celui-là, qui est à droite, par rapport au taux d'intérêt qui est à gauche, le taux existant sur le marché. Si j'observe sur le marché que le taux d'intérêt, voilà, le taux d'intérêt est supérieur au taux critique qu'on a calculé, le prix des titres est faible et l'individu anticipe une forte probabilité de hausse future de ce prix, possibilité de réaliser un gain en capital. Il conserve les titres qu'elle détient ou achète de nouveaux titres en réduisant son encaisse de spéculation. C'est-à-dire, lorsque le taux d'intérêt est supérieur au taux critique, on tend vers une zone où on va choisir les titres, parce que le prix des titres est faible. La probabilité de réaliser une plus-value en capital elle est plus élevée. L'individu a intérêt de se débarrasser de la monnaie pour acheter les titres, parce que l'occasion ou l'opportunité est très favorable pour une spéculation, pour l'achat des obligations. Inversement, deuxième cas, deuxième hypothèse, lorsque le taux d'intérêt observé sur le marché est inférieur au taux critique qu'on a calculé, le prix des titres est élevé et l'individu anticipe une forte probabilité de baisse future de ce prix. L'éventualité d'une perte en capital, voilà, existe, ou elle est très probable. Elle substitue des liquidités aux titres en vendant les titres qu'elle détient et en s'abstenant d'en acheter de nouveau. En d'autres termes, si on se situe dans une zone où le taux d'intérêt observé sur le marché est inférieur au taux critique, les prix des titres est élevé. C'est-à-dire que la probabilité de réaliser une plus-value est très minime. L'individu n'a pas intérêt d'acheter les obligations. Parce qu'en achetant, il va perdre. Et il n'a pas intérêt aussi de conserver les titres. Et il a intérêt de conserver dans son portefeuille, parce que le portefeuille Oméga est composé de la monnaie et des autres actifs, des autres titres. Il n'a pas intérêt de conserver dans son portefeuille les titres. Il n'a pas intérêt d'acheter les titres. Il a intérêt de garder dans son portefeuille juste la monnaie. Parce que les conditions de spéculation sont très défavorables. Bien sûr, comme je dis, très défavorable, la probabilité de réaliser un gain en capital est très faible. Donc il a intérêt de conserver la monnaie sous sa forme oisive. Donc, on constate quoi? On a le taux critique, c'est le taux à partir duquel on va garder la monnaie. On va garder, les titres. Et en dessous duquel on va garder que la monnaie. Le troisième cas, lorsque le taux de marché est égal au taux critique, l'individu est indifférent à la forme de la détention de sa richesse. C'est-à-dire qu'il est indécis. Est-ce qu'il va garder les titres ou est-ce qu'il va garder la monnaie? Voilà, comme vous voyez, nous avons essayé de voir dans le cadre de ce cours la demande de monnaie dans la conception classique et cette demande, l'évolution de cette demande dans la conception keynésienne et post-keynésienne. Nous avons vu que la monnaie, dans la conception classique, elle n'est pas demandée en elle-même. Elle a un seul motif, c'est le motif transactionnel. Or, dans la théorie keynésienne, il voit que la monnaie ne se limite pas à cette fonction de règlement des biens, c'est-à-dire un motif de transactionnel. La monnaie est demandée pour d'autres motifs de précaution et de spéculation. C'est-à-dire que la monnaie, elle est demandée en elle-même. Elle est demandée pour elle-même. C'est-à-dire qu'on a demandé la monnaie
pour des motifs purement monétaires. Il s'agit en l'occurrence, ce qu'on a déjà expliqué, voilà, c'est le motif de précaution et le motif de spéculation. Dans le cadre du motif de spéculation, on a vu que la monnaie est les fonctions inverses du taux d'intérêt et que les agents effectuent des arbitrages entre la monnaie et les titres. Et que la variable qui gouverne la décision des individus dans leur prise, dans leur arbitrage, c'est la variable taux d'intérêt. On ne va pas entrer dans l'explication sur le mécanisme, parce que nous l'avons déjà vu. Et après, on a expliqué qu'il n'existe pas seulement un taux d'intérêt, mais il existe aussi un taux d'intérêt critique développé par James Tobin. Donc, il évoque la notion de taux critique, c'est-à-dire le taux à partir duquel l'agent, l'individu ou l'agent économique, il tranche dans son arbitrage. Est-ce qu'il va choisir que les titres ou que la monnaie? Enfin, pour conclure, je peux vous dire aussi une chose. Il y a la grande différence entre la conception orthodoxe classique et la conception hétérodoxe keynésienne en termes de monnaie. Dans la conception classique, l'économie réelle ou l'économie fonctionne à merveille. La monnaie, elle est intégrée dans la sphère économique juste pour monétiser les prix relatifs, juste pour déterminer les prix, estimer les valeurs et juste pour régler les transactions. Donc, la monnaie, elle est neutre. Elle n'a aucun impact sur les phénomènes réels. La monnaie, elle a un impact uniquement sur les phénomènes monétaires. Il a un impact uniquement sur le niveau général des prix. C'est le principe de la théorie quantitative de la monnaie. On a dit que l'inflation est d'origine monétaire. Mais la monnaie n'agit pas sur les phénomènes réels, production, investissement, etc., etc. Par contre, dans la conception keynésienne, la monnaie est perturbateur. La monnaie, elle est agissante. L'économie réelle, chez Keynes, fonctionne à merveille, comme dans le cadre des classiques. Mais une fois qu'on intègre la monnaie, l'économie, elle devient perturbée. Donc l'économie, elle est en déséquilibre chronique lorsqu'on va prendre en considération la monnaie. La monnaie est un élément perturbateur. La monnaie n'est pas de monnaie en elle-même, la monnaie n'est pas neutre, comme le pensaient les classiques, mais la monnaie, elle est agissante. Elle agit sur les phénomènes réels. Parce que lorsqu'on procède à des spéculations, on va donc saper l'investissement, on va saper la consommation, on va pénaliser pas mal de variables d'agrégats macroéconomiques. C'est ce qu'on va développer dans un futur cours, Inch'Allah.